Bonjour, je suis Hugo Martin. Toute l'actualité pour vous, c'est tout de suite. Une autre phase dangereuse de cette guerre a maintenant commencé. Donald Trump n'a pas reculé et a bombardé l'île de Kharg, malgré l'avertissement de l'Iran de stopper la production de pétrole et malgré l'avertissement selon lequel l'Iran attaquerait l'ensemble des États du Golfe. Mais Trump ne s'arrête pas là. Si l'on regarde le langage et le comportement de Trump, on voit apparaître deux Donald Trump. Une version déclare la victoire avant même que la poussière retombe. L'autre commence à chercher de l'aide une fois que la fumée bloque les caméras. D'un côté, il ne se lasse jamais de dire qu'il est en train de gagner, ou qu'il a déjà gagné, et que l'Iran est dévasté. De l'autre, il supplie qu'on vienne aider l'Amérique. Il est maintenant dans une position où il demande en fait pourquoi l'Amérique est seule dans cette guerre. Le fait qu'il ait commencé la guerre seul est une autre question. C'est le tour de magie habituel en conférence de presse. D'abord, on appelle ça de la force. Puis on appelle ça un fardeau partagé quand la facture arrive. Mais maintenant, il se souvient de ses alliés. Il se souvient maintenant des alliés qu'il insultait depuis un an. C'est pourquoi la question se pose de savoir pourquoi Donald Trump devient isolé, pourquoi cette guerre devient plus dangereuse, et qui emploie maintenant le mot nucléaire. Que ce soit dimanche ou lundi, cette guerre ne s'arrête pas. Les développements arrivent constamment. Il y a aussi beaucoup de fausses nouvelles. Les réseaux sociaux discutent sans arrêt de savoir si Netanyahou est vivant ou mort. Tout d'abord, l'Amérique est maintenant très inquiète au sujet du détroit d'Ormuz, quelque chose qu'elle n'avait pas calculé auparavant. Désormais, tout le calcul porte sur la manière de gérer le détroit d'Ormuz et de lever ce blocus imposé par l'Iran, ce qui est très difficile à faire. L'Amérique a admis en privé qu'elle n'avait aucun plan concret pour lever ce type de blocus dans le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi Donald Trump publie maintenant des messages en disant que ses alliés, les amis de l'Amérique et les autres grandes puissances, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, de la France ou de la Chine, devraient venir essayer de lever ce blocus. Ils devraient essayer d'escorter les navires. Aujourd'hui, l'Amérique, la plus grande puissance militaire du monde, demande à d'autres pays de venir l'aider. Elle présente cela comme un enjeu mondial. Il y aura des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Un effondrement économique mondial est possible. C'est pourquoi Trump essaie maintenant de présenter cela, non pas comme le problème de l'Amérique seulement, mais comme celui du monde entier. Il a bel et bien mis le monde dans le trouble, mais maintenant c'est devenu un problème pour le monde entier. America First devient soudainement Everybody Please quand les voies maritimes refusent de coopérer. Tristement, c'est le même Donald Trump mégalomane qui a parlé à Starmer il y a quelques jours et qui a dit au Premier ministre du Royaume-Uni qu'il n'avait pas besoin de lui. Il lui a en substance dit de garder ses navires avec lui, parce que la guerre touchait à sa fin et qu'il n'y avait pas besoin du porte-avions. Et maintenant, ce même soutien est réclamé. La France a rejeté cet appel sans détour. Le message de la France est que cette guerre est celle de l'Amérique, que c'est l'Amérique qui a propagé le trouble, et que la France n'enverra pas ses navires. La Chine doit sourire en silence. Elle ne va pas envoyer des navires pour l'Amérique. La Chine mène aussi une autre guerre ici et utilise le détroit d'Ormuz à sa manière. C'est ce qui arrive quand la fanfaronnade voyage plus vite que la stratégie. Le jeu qui se joue ici doit être compris avec attention. Une partie de ce jeu est le jeu militaire. Le détroit d'Ormuz a été bloqué et l'Amérique a été repoussée. Mais au-delà de cela, d'autres jeux sont en train de se jouer. Des nouvelles arrivent maintenant selon lesquelles les négociations que l'Iran a eues avec l'Inde sont plutôt positives. C'est aussi une bonne nouvelle pour nous, parce que cela voudrait dire que nous continuerons à recevoir notre gaz et notre pétrole. Cela était devenu un sujet de grande inquiétude parce qu'une pénurie de gaz liquéfié, le LPG, avait commencé à apparaître dans notre pays. On saura dans quelques jours s'il s'agit d'une pénurie artificielle ou d'une vraie pénurie. Mais si nous montrons un peu de notre vieille amitié en parlant à l'Iran comme à un très vieil ami, même si nous avons abandonné cet ancien ami à cause de l'Amérique au cours des dernières années, alors, grâce à cela, l'Iran pourra lui aussi bâtir graduellement des relations et décider de manière indépendante quels navires laisser passer et lesquels ne pas laisser passer. Cela créera d'importants problèmes pour les États-Unis, parce que l'Iran deviendra le contrôleur de fait. Il décidera qui passera par le détroit d'Ormuz. Le deuxième jeu qui se joue est que toute personne qui paie le pétrole en monnaie chinoise verra ses navires autorisés à passer par ici. Donc, la Chine joue clairement un bon jeu en arrière-plan. La question ici est de savoir quelle solution l'Amérique peut trouver face au jeu
que l'Iran est en train de jouer. L'Iran dit que les pays devraient expulser l'ambassadeur de leur pays et qu'ensuite l'Iran laissera passer leurs navires. Les voix les plus dures en Iran répètent qu'elles doivent établir leur contrôle sur le détroit d'Ormuz. Elles disent qu'elles prendront de l'argent à l'Amérique et à toutes ces puissances occidentales. Si quelqu'un veut sortir du détroit d'Ormuz, il devra payer, sinon son navire sera détruit. Cela devient donc un gros problème pour l'Amérique, parce que tout le jeu est en train de changer graduellement. La question du renversement de la direction iranienne passe maintenant au second plan. L'Iran va encore plus loin et essaie de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz tout en exigeant de l'argent. Si quelqu'un est un allié américain, cet allié ne pourra pas sortir de là. Il a été clairement affirmé que le détroit d'Ormuz n'est pas fermé aux affaires. Les navires peuvent passer, mais ils ne peuvent pas être des alliés de l'Amérique ou d'Israël. C'est un développement majeur concernant le détroit d'Ormuz. Quand une superpuissance commence à réagir au mouvement de tout le monde, la salle de briefing continue quand même d'appeler ça du leadership. Le deuxième développement majeur a été la manière dont l'Amérique a bombardé l'île de Karg. Donald Trump est apparu de nouveau et a fait une déclaration générale en disant que l'Amérique avait complètement réglé la question. Il a dit que d'énormes bombes avaient été larguées sur des zones stratégiques d'où sortait tout le pétrole iranien. Cette île est importante parce que les eaux sur la côte iranienne sont peu profondes. Donc, si l'Iran veut ravitailler de grands navires, il lui faut un port en eau profonde. Dans le port construit sur l'île de Karg, les grands navires peuvent venir, accoster et se ravitailler. Si cela est éliminé et que la capacité d'exportation est détruite, alors la capacité de faire de l'argent disparaît. C'était donc l'objectif des États-Unis. Mais l'avertissement était déjà venu. Si les infrastructures pétrolières de l'Iran étaient frappées, les pays du Golfe ne seraient pas épargnés. Maintenant, le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que cette attaque avait été menée à l'aide de missiles HIMARS. L'affirmation est que l'île de Karg et Abu Moussa, l'île voisine, ont été attaquées. L'affirmation ajoute que cela est parti des Émirats arabes unis, de Ras Al Khaimah, qui n'est pas loin de Dubaï. Dans la vision de l'Iran, cela en fait maintenant une cible légitime. Donc la grande nouvelle, c'est que l'Iran dit maintenant qu'il attaquera des ports. Les intérêts américains seront attaqués, et les problèmes pour les Émirats arabes unis et les pays du Golfe pourraient encore s'aggraver cette semaine. La doctrine semble simple. Annoncer un succès propre, puis se montrer surpris quand la carte devient plus compliquée. En même temps, un autre problème majeur est apparu pour l'Amérique, quelque chose qui n'avait pas pu se produire pendant si longtemps, mais qui se produit maintenant en Irak. Des milices soutenues par l'Iran en Irak ont attaqué le consulat américain à Bagdad. Ainsi, la zone verte à Bagdad, où les citoyens pouvaient au moins se sentir en sécurité, est maintenant en cours d'évacuation. Qu'il s'agisse de Bagdad, des pays du Golfe, ou encore de leurs avions servant au ravitaillement, comme le KC-135, à propos duquel il y avait déjà eu des explications détaillées, le problème reste le même. L'Amérique se vante énormément de sa puissance de feu et de sa supériorité aérienne. Mais si elle ne peut pas ravitailler ses moyens, alors sa domination aérienne devient discutable. 7 avions ravitailleurs seraient actuellement hors service, soit écrasés, soit détruits. C'est donc une grande nouvelle. La manière dont l'Iran joue cette partie est très habile. Il ne tire pas des missiles de manière indiscriminée. Il tire pour causer le maximum de dégâts. Les discours ont encore l'air irrésistibles. La logistique semble beaucoup moins impressionnée. Ce qui pourrait se voir la semaine prochaine est très dangereux, parce que la question est de savoir jusqu'où l'avertissement lancé par le corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRJC, sera poussé. Des explosions ont déjà eu lieu dans le district central de Dubaï. Maintenant, l'avertissement est tombé. Si les intérêts économiques de l'Iran sont attaqués, alors il attaquera les intérêts économiques du camp opposé. C'est pourquoi des bâtiments économiques, des serveurs, des entreprises et des banques pourraient être visés. Il reste à voir dans quelle mesure ils seront attaqués. Il y a beaucoup de panique du côté israélien à cause du fait que l'Iran utilise des armes à sous-munitions. Essentiellement, une grosse bombe contient 50 à 80 petites bombes. Cela peut provoquer une explosion étendue, même si ce n'est pas aussi destructeur qu'une seule bombe. Mais cela devient très difficile à arrêter parce que cela se fragmente. Et l'inquiétude, c'est que cela est censé viser des civils. Cela cause des problèmes à Israël. Israël est maintenant en train de comprendre ce qu'est un bombardement indiscriminé. Il ne l'a pas compris à Gaza. Il ne l'a pas compris au Liban.
Mais quand des armes à sous-munitions sont tombées sur Tel Aviv, il s'est soudain retrouvé dans de grandes difficultés et a commencé à penser que c'était une mauvaise chose. Le même pays qui utilise du phosphore blanc, lequel brûle la peau et pénètre dans le corps humain, se retrouve maintenant en difficulté parce que des armes à sous-munitions sont utilisées. Le problème surgit parce que cette affaire n'est plus un secret. En ce qui concerne les systèmes de défense aérienne, ils sont devenus très faibles. Il n'y a ni assez de munitions, ni une infrastructure radar adéquate. À cause de cela, on pourrait voir davantage de ce genre d'attaques de missiles dans les semaines à venir si cette guerre ne s'arrête pas immédiatement. C'est pourquoi l'Amérique et Israël sont tous deux en panique en ce moment. Ils essaient de mettre fin à cette guerre. On parle d'un cessez-le-feu, mais le problème pour Donald Trump, c'est que l'Iran a fixé des conditions telles pour un cessez-le-feu que l'Amérique devrait faire des réparations complètes, rembourser les dépenses de guerre et évacuer les bases américaines du Moyen-Orient. Ce n'est qu'après cela qu'il y aurait des discussions. Il est difficile de vendre une victoire totale au podium, tout en négociant désespérément derrière le rideau. Ce n'est donc pas comme la dernière fois, quand Donald Trump a bombardé l'installation nucléaire de l'Iran, s'est déclaré victorieux, a dit que le programme nucléaire était terminé, et s'est proclamé gagnant. Cette fois, l'Iran dit que tout devra être donné par écrit. Une très longue liste de choses devra être accomplie avant toute discussion sur un cessez-le-feu. À cause de cela, la situation de Donald Trump et de Netanyahou est plutôt mauvaise. Des missiles sont lancés contre le pays de Netanyahou, et l'épine dorsale économique du pays de Donald Trump est en train d'être coupée. C'est pourquoi les discussions sur l'option nucléaire ont maintenant commencé, et cela fait désormais partie de l'inquiétude croissante. Une chose est très claire, il y a énormément d'incertitudes. Si l'on ouvre les réseaux sociaux en ce moment, le niveau de confusion est frappant. D'un côté, la machine de propagande israélienne affirme que Mojtaba Khamenei, qui est le nouveau guide suprême, a soit déjà été éliminé, soit qu'il est en très mauvais état, soit qu'il a été handicapé. D'un autre côté, les réseaux sociaux font circuler sans cesse des nouvelles sur la manière dont Netanyahou a disparu. On spécule sur le fait qu'il ait été attaqué ou qu'il soit mort. Il est aussi possible qu'il n'y ait eu aucune attaque contre lui et qu'il travaille depuis un bunker. Peut être qu'un plan encore plus grave est en train d'être préparé. Mais il est vrai qu'un dirigeant aussi important, un dirigeant aussi puissant, n'est pas apparu devant la population depuis si longtemps. C'est aussi assez inhabituel. À tout le moins, cela montre que lui aussi a très peur, parce que personne ne sait quand, où, comment et sur qui un missile iranien frappera. On discute maintenant de la possibilité que Netanyahou puisse être éliminé de la même manière que Khamenei a été assassiné. La question est de savoir si l'équilibre de la guerre s'est tellement déformé que Netanyahou est maintenant hanté par cette même peur. La possibilité qu'il puisse être assassiné de la même manière qu'il l'a fait pour Khamenei est présentée comme profondément ironique. Un autre point important, c'est l'affirmation répétée selon laquelle l'Amérique gagne tellement qu'elle est fatiguée de gagner. On dit que l'Amérique est tellement fatiguée de gagner qu'elle cache maintenant des choses. Il y a maintenant un message implicite selon lequel il ne faut pas trop parler de victoire. D'un côté, Trump dit que l'Amérique a gagné, et de l'autre, il dit que toutes les informations ne seront pas révélées. Par conséquent, aucune information claire n'est donnée sur le fait de savoir si l'USS Abraham Lincoln a été endommagée ou non. On ne donne pas non plus d'informations sur l'ampleur réelle des dégâts causés par l'attaque de drone à Fujairah. Quand le récit de la victoire a besoin de conditions de blackout, il ressemble moins à de la confiance qu'à de la mise en scène. Ce qui se passe maintenant, c'est que si quelqu'un aux Émirats arabes unis faisait de telles images et diffusait cette information sur les réseaux sociaux, cette personne serait arrêtée. D'une manière ou d'une autre, une tentative est faite pour cacher ces dégâts. La chose la plus surprenante, c'est qu'en Amérique, Donald Trump avertit maintenant ouvertement les entreprises médiatiques. Il leur dit de mettre un peu de retenue dans leur journalisme parce que c'est très mauvais pour le pays. Au nom du nationalisme, on a d'abord créé un désordre, puis les secrets ont commencé à être exposés. Maintenant, on dit aux entreprises médiatiques en Amérique de suivre le récit nationaliste, sinon leur licence ne sera pas renouvelée. Un pays comme l'Amérique, le pays de la liberté, le pays qui donne aux autres pays des leçons de liberté de presse, en est arrivé au point où Donald Trump défie les entreprises médiatiques en disant que si elles ne font pas de reportages nationalistes et ne font pas de reportages pro-guerre, elles seront écrasées. C'est la condition de l'Amérique aujourd'hui. Le sermon sur la liberté de la presse devient très court au moment exact où les manchettes cessent d'applaudir.
C'est pourquoi on voit maintenant un tour de vis. Que Netanyahou soit vivant ou non est une chose. Mais ce qui est particulièrement triste, c'est que la manière dont l'Amérique est en train d'être repoussée n'a désormais plus le droit d'être rapportée en Amérique. Cette hypocrisie devient visible à la lecture attentive des reportages. Beaucoup de reportages venant d'Israël, ou des reportages venus de CNN, montrent le même schéma. La manière dont ils parlent de l'usage des armes à sous-munitions et la manière dont ils parlent des pertes civiles donnent l'impression que des armes à sous-munitions n'ont jamais été utilisées à Gaza et que des pertes civiles n'ont jamais eu lieu au Liban. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël et lorsqu'il s'agit de l'Amérique, les pertes civiles deviennent soudain un sujet extrêmement sensible. Cette hypocrisie est maintenant visible pour le monde entier à travers les réseaux sociaux. Au moins dans ce sens-là, l'époque du récit médiatique dominant qui régnait autrefois est maintenant complètement terminée. Le standard moral change sans arrêt de costume, mais les réseaux sociaux sont devenus très bons pour reconnaître le même acteur. Enfin, la grande question porte sur l'avenir, sur ce qui vient maintenant et sur la guerre elle-même. La question est de savoir ce que l'on pourra voir dans la semaine à venir. Un développement qui émerge clairement, c'est que d'autres forces peuvent maintenant entrer dans cette guerre. Les Houthis au Yémen peuvent devenir partie prenante de cette guerre. Si le détroit de Bab el-Mandeb est bloqué, alors 2 détroits importants seront bloqués dans la région. Alors le prix du pétrole pourrait monter à des niveaux alarmants. On saura peu, être dans la prochaine semaine, ou à peu près, si cette situation va se produire. Si la puissance de missiles dans la région s'épuise, alors on peut comprendre que les Houthis peuvent aussi rejoindre toute cette campagne. Cela pourrait conduire à une grande crise maritime dans le monde. Une autre chose qui devient lentement visible, c'est que, à mesure que la fronde de David et le dôme de fer sont endommagés, leur capacité va continuer à diminuer. Alors les autres groupes plus petits, qu'il s'agisse du Hezbollah ou du corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, qui disposent eux aussi de roquettes de plus faible puissance, attendront que ces capacités de défense diminuent encore davantage. Après cela, une nouvelle salve de missiles pourrait s'abattre sur Israël. Si ces missiles ne sont pas remplacés, le problème s'aggrave et l'Amérique n'a pas la capacité de les remplacer en ce moment. Il y a aussi des nouvelles selon lesquelles des systèmes THAAD avaient été commandés à la Corée du Sud. Ces radars de remplacement ont eux aussi été détruits par l'Iran. Une situation très intéressante et très dangereuse est donc en train de se développer là-bas. L'arsenal sonne encore impressionnant dans les discours, mais les discours remplacent mal les pièces de rechange. La colère contre l'Amérique monte dans les pays du Golfe. Les pays du Golfe regardent aussi s'ils peuvent développer de nouveaux partenariats avec la Turquie ou le Pakistan. Ils essaient de protéger leurs intérêts parce que leur confiance envers l'Amérique est clairement en train de diminuer. Ils savent qu'ils sont sous le feu à cause de l'Amérique. Les Émirats arabes unis affirment haut et fort qu'ils n'autorisent pas les États-Unis à lancer une quelconque opération militaire depuis leur territoire. Mais l'Iran dit que les Émirats arabes unis permettent quand même la présence de bases américaines et que cela n'est pas acceptable. La question est donc de savoir si les pays du Golfe pourront prendre leur distance avec les États-Unis. C'est une grande question, et une question très problématique, parce qu'il s'agit d'une relation tellement ancienne. Même l'Amérique ne la laissera pas se terminer aussi facilement. Globalement, cette semaine ressemble à une situation où tout le monde est assis sur une échelle d'escalade. Personne n'est prêt à reculer. L'Iran est actuellement dans une logique de combattre ou mourir, et l'Amérique de Donald Trump ne reculera pas non plus. Tout le monde fait face à des problèmes en ce moment. Tout le monde subit des pertes. L'Iran est bombardé, et l'Iran riposte aussi. Mais la situation économique mondiale peut définitivement passer du mauvais au pire. La rhétorique continue de promettre le contrôle pendant que la région continue de produire des preuves du contraire. C'est pourquoi une question sérieuse se pose maintenant. On demande aux conseillers de Trump de mettre fin à cette guerre. Sinon, Israël pourrait recourir au nucléaire contre l'Iran. La question de savoir si des armes nucléaires pourraient être utilisées dans cette guerre n'est plus écartée à la légère. Il n'y a pas besoin de gros titres sensationnalistes disant que la Troisième Guerre mondiale a commencé, que des armes nucléaires ont été utilisées et que le monde prend fin. Mais une chose peut être dite clairement, Trump peut être fou. Mais il n'est probablement pas au point d'utiliser une bombe nucléaire. La même confiance ne peut pas être exprimée à propos d'Israël. Israël peut être impatient. Israël pourrait chercher une occasion de régler l'affaire en utilisant une bombe nucléaire. C'est pourquoi il pourrait être à la recherche d'un déclencheur.
Parce qu'Israël n'a pas encore, jusqu'à présent, de prétexte pour utiliser des bombes nucléaires. C'est pourquoi l'Iran, les ministres iraniens, l'IRGC, le ministre des Affaires étrangères et le chef d'un conseil de sécurité disent de façon répétée qu'il faut prêter attention à la possibilité que des personnes liées au dossier Epstein puissent mener une autre opération sous faux drapeau pour se sauver sur le sol américain, puis en rejeter la faute sur l'Iran. Ces gens disent que l'Iran est complètement opposé à toute attaque terroriste qui aurait lieu sur le sol américain. Mais l'inquiétude soulevée est que l'histoire elle-même a déjà montré comment une autre opération sous faux drapeau pourrait être menée. Dans cette situation, Israël pourrait alors avoir une occasion, quelque part, de procéder à une explosion nucléaire qui mettrait fin à toute cette affaire. Si cette question avait été posée il y a 2 semaines, cette perspective nucléaire aurait semblé risible. Mais avec la façon dont cette matrice d'escalade monte, ni Trump ni l'Iran ne vont reculer. Israël doit être à la recherche de son occasion dans tout cela. C'est peu être pour cette raison que Netanyahou est assis quelque part dans un bunker. La conviction exprimée ici est que le mal ne meurt pas si vite et qu'il prépare encore plus de mal. Voilà ce qui arrive quand l'escalade est traitée comme une discipline de communication. Le script s'assombrit, et personne ne veut être celui qui quitte le podium en premier. C'est pourquoi, au cours de la semaine prochaine, il faudra surveiller de très près la direction que prend cette guerre. À ce stade, l'option de la réconciliation et du dialogue semble terminée. Des conditions strictes ont été posées que l'Amérique ne peut pas accepter. Et l'Amérique n'est pas dans une situation où elle peut se retirer maintenant, parce que cela lui donnerait l'air de s'être complètement rendue. La situation est très difficile. Merci de m'avoir suivi. Je suis Hugo Martin. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À demain.